Action humanitaire et développement social ont été discutés lors de la rencontre entre le Premier ministre et la Troïka. Ils ont également évoqué la crise que traverse le Mali. Les programmes des écoles ont été réaménagés à cause de la forte chaleur. Les cours sont dispensés entre 7h30 et 13h et les cours se passent normalement selon les responsables des écoles visitées. Et ce soir, nous allons à la rencontre de Lamine Samaké. Il est pépiniériste depuis plus d'une quinzaine d'années. Monsieur Samaké est passionné des espèces d'arbres en voie de disparition dans nos forêts. Il pouvait gagner jusqu'à 10 millions de francs CFA dans l'année, mais aujourd'hui, il est confronté à d'énormes problèmes. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. À l'ouverture de cette édition, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et Ibrahima Djombili nous a rejoint pour nous livrer le contenu de ce communiqué. Bonsoir Ibrahima Djombili. Bonsoir Kadia Toukone. Mesdames et messieurs, à vous également, bonsoir et merci de rester sur notre chaîne. Nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant report du reliquat des recettes et des crédits de l'appui budgétaire sectoriel du Canada non consommés en 2021 sur le budget de 2022. Dans le cadre de l'amélioration des offres de services dans le secteur de la santé et de l'éducation, la coopération canadienne contribue depuis quelques années au financement des programmes de développement à travers des appuis budgétaires sectoriels. Au titre de l'année 2021, il a été notifié au profit des secteurs de la santé et de l'éducation des crédits d'un montant de 4 162 216 000 francs CFA sur lequel 1 435 336 000 francs CFA ont été utilisés. Le projet de décret adopté reporte avec l'accord de la coopération canadienne le reliquat des crédits d'un montant de 2 726 880 000 francs CFA sur le budget 2022 et cela conformément aux dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juin 2013 relative aux lois de finances. Ce report de crédit permettra de financer des activités programmées et en cours d'exécution. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les avantages accordés aux membres de la mission d'appui à la refondation de l'État. La mission d'appui à la refondation de l'État a été créée par le décret numéro 2021-0260 PRM du 19 avril 2021. Elle est chargée d'assister le ministre de la refondation de l'État dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et administrative. Le décret numéro 2021-0680 PTRM du 23 septembre 2021 fixe les avantages accordés aux membres de la mission d'appui à la refondation de l'État. À l'application, il est apparu nécessaire d'étendre le décret du 23 septembre 2021 au personnel d'appui de la mission. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux changements apportés au projet de convention relatif à la réalisation de la centrale solaire de 50 MW crête à Sikasso. Le gouvernement est engagé depuis quelques années dans le développement à grande échelle d'infrastructures d'énergie renouvelable en vue de réduire la dépendance et le déficit énergétique croissant et de contribuer à la sécurité énergétique durable du pays. C'est dans ce contexte que le projet de réalisation en deux phases et suivant le principe de Build One Operate and transfert de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête à Sikasso a été attribué en 2015 à la société Power Pro à la suite d'un examen de plan d'affaires en vue de la baisse du coût des équipements de production d'énergie solaire sur le marché international. Les parties ont convenu de la réalisation de la centrale en une seule phase et de la baisse du prix de vente du kilowatt-heure
de 70 à 55 francs CFA. Les changements apportés à la Convention permettent à la société Énergie du Mali de réaliser une économie de plus de 1,7 milliard de francs CFA par an, soit plus de 42 milliards de francs CFA sur les 25 années d'exploitation. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a été informé de la signature par le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche d'un protocole d'accord intervenu le 7 avril 2022 à Conakry, réglementant la transhumance inter-État entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. Par cet accord, les deux pays s'engagent à créer les conditions d'une transhumance transfrontalière apaisée en précisant désormais les postes d'entrée et de sortie des animaux et les périodes indiquées allant du 1er février au 31 mai de chaque année. Le protocole d'accord contribuera à la prévention et la résolution des conflits récurrents entre agriculteurs guinéens et éleveurs maliens. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Khadija Toukoné, à vous et bonne suite du journal. Merci bien, Ibrahima. John Bieli, nous restons donc à Koulouba pour parler de cette audience que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordée à la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Cette visite d'amitié et de travail a été une occasion de réitérer l'engagement de l'Allemagne auprès de la République du Mali, particulièrement sur le volet de la MINUSMA. Le reportage de Galibou Pérou. Spéciales et diverses. Cette relation touche notamment les secteurs de la sécurité, du développement économique et des infrastructures. La chef de la diplomatie allemande, à l'issue de l'entrevue avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a confié à la presse que l'Allemagne ne va pas rompre sa coopération avec le Mali, mais mettra un terme à la mission de formation de l'Union européenne au profit des forces armées maliennes. Ça fait 60 ans que l'Allemagne et le Mali coopèrent, notamment avec la population. L'Allemagne a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Et nous avons donc une responsabilité particulière et le bien-être de la population malienne nous tient vraiment à cœur. La coopération avec le Mali, avec la population continue, c'est la mission EUTM qui ne peut pas continuer. Le ministre Diop a apprécié la démarche de la République fédérale d'Allemagne. Il a tenu à saluer l'engagement de l'Allemagne de manière générale. Le Mali est un pays qui se bat pour sa survie. C'est un pays qui cherche à s'affirmer pour pouvoir assurer sa sécurité et aussi installer un processus démocratique ici. Le Mali n'est pas impliqué par rapport à ce qui se passe. Nous sommes concernés, naturellement. Nous comprenons les préoccupations de l'Europe, de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais je crois qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame à ce niveau. La situation du Mali est la situation du Mali et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali. Le Mali fait ses choix en fonction de ses préoccupations également, comme l'Allemagne fait des choix en fonction de sa préoccupation. Le ministre Diop a réitéré la disponibilité des autorités maliennes de la transition à travailler avec l'ensemble des partenaires. Le gouvernement actuel parle bien au nom du peuple malien et bénéficie d'un soutien populaire. J'en veux pour preuve, le 14 janvier, à l'issue des sanctions de la CEDEAO, il y a 4 millions de Maliens qui sont sortis sur 20 millions pour affirmer leur soutien à ce gouvernement. Le président de la transition a réitéré son engagement pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel normal dans la durée qui sera convenue avec nos partenaires et cet engagement, il reste. Mais avant cela, nous comptons vraiment pouvoir travailler avec les uns et les autres, qu'on comprenne que nous sommes dans une situation difficile. Nous voulons travailler avec nos partenaires. La décision qui est prise en ce qui concerne l'EUTM, nous la respectons. Nous avons pris note. Mais je pense que ce qui est important, c'est les choix que le Mali a fait pour sa propre sécurité. Et nous allons pouvoir continuer avec ces choix. Le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'ensemble de ses partenaires.
La chef de la diplomatie allemande a eu une approche assez objective et assez équilibrée de l'examen de la situation du Mali. Premier partenaire depuis les premières heures de l'indépendance du Mali, l'Allemagne et le Mali travaillent en étroite collaboration et en toute confiance. Poursuivre ce partenariat aujourd'hui et le façonner pour l'avenir est à la fois une obligation et un privilège. Le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, lui a reçu hier soir à la Troïka des partenaires techniques et financiers. Il a été question de la crise que traverse le Mali. Au cours de la rencontre, le Premier ministre et ses hôtes ont abordé des sujets relatifs à l'action humanitaire et au développement social. Le reportage de Mariam Koni. En se rendant chez le Premier ministre, les partenaires techniques et financiers qui composent la Troïka, les Nations Unies, l'Allemagne et le Danemark, avaient un objectif clair, celui de poursuivre leur action humanitaire et échanger sur la crise que traverse le Mali. On a discuté aussi du fait que même pendant les périodes de crise, il est important aussi de travailler en même temps pour s'assurer que l'appui humanitaire dont les populations ont besoin soit donné. Mais au-delà de ça aussi, que les questions de développement ne soient pas laissées de côté. On est satisfait de la rencontre parce que nous avons eu la chance non seulement de discuter des problèmes que traverse le Mali, nous avons aussi discuté du fait que le Mali reconnaît aussi à travers le gouvernement que dirige le Premier ministre qu'il est important en ce moment de ne pas négliger le travail qui est fait parce qu'à la fin, ce qui a été dit, même si les questions de sécurité sont résolues. Et même si on n'a plus de questions politiques, on aura un problème de déficit de développement si on ne s'engage pas aujourd'hui à parler des questions de développement. Et c'est en cela que les partenaires techniques et financiers, tout ensemble, nous travaillons pour accompagner donc le Mali dans cette directive en ce moment. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a expliqué en détail la situation globale du pays afin d'éclairer la lanterne des partenaires. Ce que nous disons, le gouvernement de transition, nous allons respecter les engagements internationaux, nous allons travailler à l'application de l'accord, mais dans ce processus, on regarde, il y a des actes qui peuvent conduire à moyen ou long terme à la partition du Mali, il faut les éviter. C'est la seule façon de rassurer cette majorité de la population qui est hostile à l'accord. C'est ce que j'ai appelé l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Notre volonté d'être ouvert au dialogue avec les partenaires techniques et financiers, elle est intacte. Parce que nous savons très bien que tout ce que nous sommes en train de faire, la guerre, les réformes politiques, la justice, s'il n'y a pas d'action de développement économique et social, s'il n'y a pas de lutte contre la pauvreté, qu'on est conscient que vous qui êtes les partenaires techniques et financiers, donc ceux qui aident au développement économique et social, tôt ou tard, c'est vous qui allez être au centre, pour ne pas dire même maintenant. Au terme de la rencontre, Choguel Kokala Maïga et ses interlocuteurs ont convenu de la mise en place d'un cadre d'échange plus régulier. Auparavant, le Premier ministre avait reçu le nouvel ambassadeur du Mali à Washington, venu prendre conseil auprès du chef du gouvernement avant sa prise de fonction. Une visite de courtoisie à l'endroit du Premier ministre pour recueillir ses conseils, ses accompagnements et ses bénédictions. Quand même, nous avons été très heureux de recevoir de sa part des conseils quant à la gestion de l'ambassade et aussi quant aux doléances que nous avons présentées au Premier ministre. Avec l'accompagnement du Premier ministre et de tout le peuple malien, le professeur Sékou Berté pourrait entamer ses nouvelles fonctions à Washington en toute sérénité. Et puis, il faut signaler que le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en début de soirée une délégation de l'AMSUNEM et la Croix-Rouge. Le reportage complet de Adama Djimde dans nos éditions futures.
En image, l'ambassadeur du Mali en République slovaque, Ali Koulibaly, a présenté le 11 avril 2022 ses lettres de créance à Madame Zuzana Kaputova, présidente de la République slovaque. Dans son intervention, l'ambassadeur du Mali a transmis à Madame la Présidente les sincères et fraternelles salutations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que la gratitude du Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, chef du gouvernement, et celle du peuple malien. En retour, la présidente a indiqué avoir pris bonne note de la haute appréciation que les autorités maliennes ont de la coopération avec son pays et s'est engagée à œuvrer au raffermissement des liens de coopération entre nos deux pays. En marge des activités de la présentation des lettres de créance, l'ambassadeur du Mali en République slovaque a eu des séances de travail avec les directions juridiques et Afrique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République slovaque. Les 3 conseils nationaux chargés de garantir l'autosuffisance alimentaire aux populations maliennes sont dans la dynamique de se fusionner. L'idée est de coordonner les efforts et les actions sur le terrain pour minimiser les dépenses afin de mieux servir les populations. Fousseni Tunkara pour le reportage. Cette rencontre d'échange est perçue comme une étape importante du processus de fusion du Conseil national de la sécurité alimentaire, du Conseil national de la nutrition et celui de la protection sociale. Pour ces acteurs nationaux engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est un rêve qui se concrétise. Chaque année, ce sont aussi les mêmes ménages que l'on aide, parce qu'il y a un total manque de synergie entre les réponses. On gaspille des ressources humaines, on gaspille du temps, on gaspille de l'argent, mais surtout on gaspille des vies. Louable aujourd'hui de réfléchir à comment opérationnaliser ce Conseil national qui regroupe ces 3 thématiques. Réponse beaucoup plus adaptée et qui va permettre aux populations de sortir du cycle de la pauvreté. Cette fusion à un conseil unique de sécurité alimentaire, de nutrition et de la protection sociale sera consolidée à partir de cette rencontre d'échange. Au cours de vos travaux, il vous sera partagé une note technique pour la création et l'opérationnalisation du nouveau Conseil national de sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection sociale. Cette note, qui propose sommairement la démarche à suivre pour aboutir aux résultats escomptés, a été soumise à certains partenaires techniques et financiers sous forme de requêtes de financement. On a déjà connu l'adhésion de la coopération allemande à travers le PROSAR GIZ, qui a accepté d'accompagner le processus par le financement de certaines activités. J'ai saisi donc cette occasion pour solliciter les autres partenaires à bien vouloir se joindre au processus. À la suite de cette rencontre et une fois le processus adopté, un comité technique de coordination sera mis en place, ainsi qu'un groupe technique de travail. Au dire du commissaire à la sécurité alimentaire, ce groupe sera élargi à tous les acteurs intervenant dans le domaine. Suite au succès engagé par le Mali au Forum mondial de l'eau, couplé à la journée mondiale tenue du 21 au 26 mars dernier, la Direction nationale de l'hydraulique a tenu un atelier de restitution. Cet atelier vise à pérenniser les acquis pour relancer le Salon international de l'eau du Mali. À Dakar, des partenaires se sont engagés à appuyer le Mali pour financer des projets structurants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et de Sidi Modibo Dambélé. Le Mali est un pionnier sur le continent africain en matière de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Cela s'est révélé lors du Forum mondial de l'eau à Dakar, couplé à la journée mondiale du 21 au 26 mars 2022. Au Sénégal, notre pays s'est distingué par la qualité de ses prestations. Durant ce forum, le Mali a formulé des recommandations fortes. Cet atelier de restitution vise à préserver les acquis. De la table de ronde qu'on a organisée pour le financement des Kabbalah, nous avons eu des promesses, nous avons eu des annonces. Et la première recommandation, c'est d'accroître les financements pour réaliser des installations d'eau potable et d'assainissement, pour faire face aux besoins des populations et pour atteindre l'objectif numéro 6 à l'horizon 2030. Les exposés faits par la délégation malienne lors de la journée consacrée au Mali pendant le forum ont plus que convaincu des partenaires techniques et financiers à appuyer notre pays pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Aussi, la journée du Mali fut un véritable succès. Elle a été marquée par les expositions, le panel de haut niveau des sessions thématiques
et une table ronde pour le financement du projet de Kabbalah. La présente rencontre a pour objet de contribuer à l'appropriation et au suivi des recommandations et des déclarations issues du Forum Dakar 2022. L'atelier a été l'occasion pour remettre symboliquement le rapport sur la participation du Mali au Forum mondial de l'eau de Dakar. Durant cette restitution, il a été fortement recommandé de relancer le Salon international de l'eau du Mali. Outiller les hommes de médias en technique de vérification d'informations et de faits, le sujet est au centre d'un atelier de formation qui regroupe à Bamako une trentaine de journalistes, Mohamed Kayantao et Mohamed Sidibé. L'association professionnelle de la presse en ligne Appel Mali, la fondation Tuwindi et Amnesty International Mali s'attaquent aux fake news et à l'intox. Les trois organisations outillent les hommes des médias en technique de vérification des informations. C'est là afin de vérifier la véracité des informations déjà diffusées, surtout sur les réseaux sociaux, et de mieux examiner avant d'autres diffusions. Et c'est à travers l'unité de vérification des faits appelée Appel Vérif. Nous pensons que les médias, et en particulier les médias en ligne, constituent des acteurs incontournables pour pouvoir arriver à la fois lutter contre la corruption, les crimes économiques, lutter également contre les fausses informations et d'autres mauvaises pratiques qui peuvent exister, telles que les violations des droits humains. L'essor du numérique et notamment de l'Internet bouleverse aujourd'hui le monde de l'information et force la profession journalistique à se redéfinir. Les journalistes eux-mêmes n'ont plus le monopole de la collecte et de la production de l'information. 4 jours sont mis à profit par les organisateurs pour explorer tous les aspects liés à la diffusion de la bonne information et à la lutte contre les fausses informations. Pour cela, différents panels sont prévus tout au long des travaux. Pour raison de forte chaleur, les écoles réaménagent leur programme. Les cours sont dispensés entre 16h30 et 13h. Et selon les responsables des écoles visitées, les cours se passent normalement, même avec ces réaménagements. Aliou Abdoulaye Touré a fait le tour de certaines écoles, suivant son reportage. En cette période, la température peut atteindre les 41 degrés, voire dépasser ces chiffres. Et pour protéger les élèves et préserver leur santé, il y a lieu de prendre des précautions. Voilà pourquoi beaucoup d'écoles ont revu leur programme en apportant des réaménagements, comme c'est le cas ici au groupe scolaire Mamadou Konaté. La première raison, nous avons dit qu'il y a d'abord la chaleur. Il fait très chaud. Si on demande aux enfants d'aller à la maison à midi et de retourner à 15h pour reprendre le travail, vous voyez ce que ça fait. Donc, il reste une bonne fois, il travaille jusqu'à maintenant, 13h, et une fois qu'il rentre à la maison, et c'est fini. Maintenant, la deuxième raison, ça concerne le mois de Ramadan. Alors, pendant cette période, on a trouvé nécessaire aussi d'accorder cette période-là de travail de 7h30 à 13h. Avant le mois de Ramadan, alors on avait décidé de procéder au changement des rentrées et des sorties dû à la forte chaleur et encore de plus dû au fait que les gens sont très loin avec ces difficultés. On a jugé nécessaire de mettre les enfants à l'aise pour leur apprentissage, surtout les élèves. Ces réaménagements des programmes, c'est pour faciliter l'accès aux élèves à l'école, car la température est souvent intenable. À cause des raisons climatiques et les enfants que nous avons sous la main aussi, il est difficile de travailler les après-midi. L'objectif précis même, c'est de mettre les enfants dans un système de repos où ils peuvent apprendre. Et surtout avec la forte chaleur, les enfants, surtout les mathématiques, les matières scientifiques, les enfants ont des difficultés à apprendre. Et vu les différents déplacements aussi de quartier en quartier, et puis nous sommes dans un quartier de commerce, c'est pas facile. Toutefois, ces réaménagements n'impactent pas le programme scolaire. Et c'est juste le temps réel d'apprentissage. C'est pourquoi le CAP même a réfléchi, au lieu que ça soit par école, le CAP de Bozola a préféré procéder à un programme pour l'ensemble des écoles du CAP de Bozola. On rentre ensemble, on sort ensemble. La rentrée c'est 7h30 et la sortie c'est 13h30. Pour l'ensemble des écoles du CAP de Bozola. C'est pour mettre tout le monde dans le même temps d'apprentissage. Non, ça ne joue pas sur les cours parce que c'est les heures du soir qui sont revenues à midi 13h.
On a les 2 heures le soir, donc ces 2 heures-là sont revenues entre midi et 13 heures. Les élèves qui sont les premiers concernés par cette mesure saluent cette initiative. Ça nous fait plaisir parce qu'avant qu'on nous s'assoie ici et revenir encore le soir, alors qu'on est un jeune, on a beaucoup aimé aussi. Moi, j'en pense que c'est bien parce qu'on est dans le mois de Ramadan. C'est fatigant. Qu'on va à la maison et qu'on retourne plusieurs fois, ça aussi c'est fatigant. On monte à 7h30 et on descend à 13h. Je crois que ça c'est un peu bien. Cette nouvelle formule demeure jusqu'à la fin de la période de forte chaleur, même si certains élèves souhaitent sa pérennisation. La Fondation Orange Mali a procédé à la présentation du bilan de l'exercice 2021. Les activités liées à l'éducation, la culture, la solidarité et la santé ont été les moments forts de l'exercice pour un coût de 700 millions de francs CFA. Le point avec Abdulkarim Kaba. Le développement humain, l'éducation, la santé et la culture sont autant de domaines dans lesquels la Fondation Orange Mali est intervenue. En tout, 65 projets financés par la Fondation pour la bagatelle de 700 millions de francs CFA. Les responsables de la Fondation jugent satisfaisant le bilan. C'est un bilan qui montre qu'on intervient au plus près des populations dans différents domaines. La santé avec le renforcement de l'équipement des plateaux techniques, avec le soutien à la lutte contre la maladie à Covid-19, avec le soutien à des caravanes spécialisées pour les personnes âgées, pour les enfants. Dans le domaine de l'éducation, nous avons renforcé la mise en place du digital au niveau des écoles, la mise en place du digital chez les femmes pour qu'elles puissent assurer leur autonomisation dans ce monde moderne. Nous avons également beaucoup réalisé des activités solidaires pour les populations déplacées et pour les populations aussi en situation de précarité. On s'est dit aussi qu'il faut faire toujours mieux et plus. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, tels sont les objectifs visés par la Fondation Orange Mali. L'impact, c'est la réduction de la pauvreté. C'est le renforcement de l'éducation qui est le socle de tout développement durable. C'est de sauver des vies. Quand on donne à manger à quelqu'un qui a faim, on lui a sauvé la vie. Donc l'impact, c'est un impact humain. C'est un impact sur l'environnement et c'est un impact qui est dans le cadre du numérique sur la réduction de la fracture. Des projections de films sur les activités menées et des témoignages des partenaires ont été les temps forts de cette cérémonie de présentation de bilan de la Fondation Orange Mali. À présent, le point Covid-19 dans notre pays. Ce 13 avril, les services de santé ont enregistré 16 patients guéris, 13 cas positifs sur 754 tests réalisés et 0 décès. Et 96 patients sont sous traitement. À présent, nous vous amenons à Sénou à la rencontre de Lamine Samaké, pépiniériste et fleuriste. Monsieur Samaké est un passionné des espèces d'arbres en voie de disparition dans nos forêts. Notre équipe de reportage l'a rencontré dans son jardin. Il avoue qu'il pouvait gagner jusqu'à 10 millions de francs CFA par an. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est confronté à d'énormes problèmes, ce qui fait que ses pépinières et fleurs meurent sous ses yeux, impuissants. Allons donc à la rencontre de Lamine Samaké, pépiniériste à Sénou. Un dossier signé Ousmane Diakité. Malgré l'état de plasmolisme de certaines de ses pépinières, Lamine Samaké, du haut de ses 56 ans, garde une passion limpide pour la flore. J'ai de l'amour pour cette activité de pépiniériste parce que c'est un gagne-pain. Ça me permet de nourrir ma famille et de prendre l'éducation de mes enfants en charge. Je l'ai fait parce que cette activité est très lucrative. Ma contribution pour la restauration des espèces ligneuses permettra en fait de regarnir le couvert végétal. Malgré cette période de forte chaleur au Mali, dans les jardins de Lamine, les pépiniéristes, tout n'est pas perdu car on en trouve plusieurs sortes d'arbres et fleurs. Bon, chez nous, il y a ce qu'on appelle le zaban, le lingué, plein d'autres, le karité, etc.
Les espèces en voie de disparition, de façon générale, existent chez moi ici. Après 10 ans de travail à la Somapil, Lamine Samaké s'est orienté vers ce métier de pépiniériste et fleuriste en 2002. Rencontré dans son jardin, notre pépiniériste avoue qu'en temps normal, il peut gagner de 5, 6 voire 10 millions de francs CFA dans l'année. Aujourd'hui, il est un acteur majeur de la forêt car il collabore avec plusieurs partenaires dont l'État du Mali. Les élèves des eaux et forêts viennent s'inspirer de la technologie que nous utilisons pour l'élevage des jeunes plants. Et souvent, ils doivent avoir des stagiaires pour les former en pratique. Et ce qu'ils font à l'école, c'est de la théorie, mais nous apprenons à faire de la pratique en foresterie. Ils viennent généralement du Tabakourou. Vous voyez des fleurs, des eucalyptus, des papayers, des agrumes. Ceci au cas où on n'arrive pas à écouler les lignées non consommables, non comestibles, c'est un palliatif qui permettra à ma famille de vivre les temps difficiles. Avec ces exemples patents, notre fleuriste se trouve en pleine traversée du désert à cause de la mévente. Souvent, nous produisons des plants qui ne s'achètent pas. Souvent, nous avons des problèmes avec les eaux et forêts. Ils peuvent nous demander quelques plants, alors que, si, par exemple, quand nous avions 10 000 plants et ils nous demandent 200 plants, ça nous pose énormément de problèmes parce que l'écoulement n'est pas à hauteur de souhait. Les plants que nous produisons, vous voyez des plastiques qui sont détériorés, c'est des plants qui étaient dans tous ces plastiques. Mais malheureusement, par mévente, nous avons perdu beaucoup de plants. Nonobstant, Lamine Samaké embauche des permanents et d'autres journaliers si le marché est abondant. Pour la sauvegarde des espèces en voie de disparition, Lamine promet 1000 plants au président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est là pour la restauration de la nature dans le nouveau Mali, Malikoura. Et oui, un métier très passionnant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu pour la grande édition. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Mois de Ramadan, pensons aux plus démunis et bonne fin de soirée à tous.